journée, nous sommes là autour du livre de M. Charles Onana, qui est parmi nous ce soir et qui est en train d'arriver, au sujet de l'Holocauste au Congo. Avant de commencer et de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je vais juste inviter Madame Brigitte Cavallo, présidente de l'association Trait d'Union, de nous faire une petite présentation donc, de l'initiative Trait d'Union et de l'association qu'elle préside. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être venus nombreux. Et pour ceux qui sont venus pour la deuxième fois, nous avons déjà présenté ces livres ici. Donc, Trait d'Union congolais, c'est une association, bien sûr, qui a pour but promouvoir le savoir-faire des Congolais et également partager nos expériences et nos compétences avec les amis du Congo. Notre mot d'ordre, c'est « Ensemble, c'est possible ». C'est possible aujourd'hui parce que nous sommes ensemble. Nous avons décidé une chose en commun. Et j'aimerais rajouter aussi l'initiative de ce soir. C'est aussi avec une autre association de jeunes qui prendront la parole tout à l'heure, CAIP, par qui la date du 2 août a été reconnue comme la date de commémoration du génocide de Congolais. Et ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur un événement qui fait notre fierté, qui a été bien sûr porté par une association de jeunes dynamiques, et l'Isanga Banamboka, que j'aimerais inviter ici. Et je vous prie, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, de les ovationner. Nos jeunes ont manifesté ce besoin de puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à eux, parce que bon, je vois qu'aujourd'hui elles sont les filles, mais la dernière fois il y avait aussi des garçons parmi nous, et ces jeunes-là nous ont montré que ensemble, c'est-à-dire que si nous décidons, nous arrivons à faire quelque chose, et qu'ensemble nous sommes une puissance, nous sommes une bombe. Et donc j'aimerais aussi leur dire que nous soutenons leur projet de faire un voyage jusqu'à Goma. Et on va voir le contour après. En tout cas, j'invite tout le monde aujourd'hui qu'on essaye de voir communauté. Il y a que comme ça que nous pouvons mettre notre force et travailler en synergie. Donc j'aimerais passer la parole à Jade pour nous expliquer un peu le contour de cette manifestation qui nous a vraiment très très fait plaisir. Voilà, Jade, passe la parole. Du coup, bonsoir à tous. Je m'appelle Jade, j'ai 18 ans et je fais partie du collectif Isanga Banamboka. Donc en fait, notre collectif il est composé d'un président, de 28 bénévoles et de 10 membres du collectif. Donc comme vous le savez, et pour ceux qui sont venus, le 18 novembre 2023, on a organisé une marche qui a eu lieu sur Paris, qui a fait beaucoup de succès, qui a fait du bruit, etc. Et grâce à M. Charles Onana, on a pu avoir aussi beaucoup de visibilité, puisqu'il nous a beaucoup aidés, etc. Du coup, notre objectif principal est de venir en aide aux personnes déplacées, victimes du génocide à l'est de la RDC Congo. Dans un second temps, nous souhaitons mettre en œuvre différentes actions au sein de la diaspora européenne afin de conscienter et de sensibiliser la diaspora sur cette situation. Donc comme elle l'a dit juste avant, en mars, on est en train d'organiser un projet pour partir directement à Goma afin de venir en aide à toutes ces personnes. Je sais pas si vous avez... Je vais vous présenter brièvement le programme de la soirée, le déroulé. Donc, on va avoir une projection de 3 mini-films, donc, qui va durer environ une trentaine de minutes. Suite à cela, il y aura l'exposé de M. Charles Onana. Et cet exposé, on l'a voulu autour de 3 thématiques, donc un peu une remise dans le contexte général de la situation. Ensuite, les services de défense et de sécurité congolais. Et enfin, on finira par les pistes et actions concrètes à mettre en œuvre.
Je tiens juste à souligner qu'on est là essentiellement pour réfléchir ensemble, pour réfléchir collectivement aux actions qui peuvent être mises en place justement face à cette situation. Alors, à présent, je vais demander donc à la régie de bien vouloir lancer la projection du film. Juste avant, Muriel va venir présenter son association. Bonsoir. Donc, je représente le docteur René Ochoudi et donc, notre association c'est ACDF. Donc c'est Alliance des Congolais pour le développement social. Et du coup, cette association est située à Lubumbashi. On a pour objectif de développer, de pouvoir apporter à la population de l'eau potable. Et on travaille avec des orphelins. Donc, je prends la parole aujourd'hui pour vous faire savoir qu'on existe, qu'on collabore avec Trait d'Union et qu'on a l'intention, en tout cas, de pouvoir développer au maximum notre association avec la communauté. Merci à vous. Les présentations, on va essayer de finir une fois pour toutes les présentations peut-être. Alors je vais inviter Désiré Lunga, qui est le président de CAIP, de venir également présenter sa structure qui est partenaire aussi de cet événement. Bonsoir tout le monde. Désolé pour le timing, on a commencé un petit peu en retard. Nous en sommes vraiment désolés. Alors, je suis membre actif de Congolese Action Youth Platform, plateforme d'action de la jeunesse congolaise, CAIP, est née en 2010, nous avons 13 ans maintenant, d'une volonté des jeunes Congolais résidant en Angleterre d'imposer, en tout cas, de rentrer dans l'agenda des politiciens et d'imposer des sujets de fond, des sujets majeurs. 3 ans après notre création, la campagne Génocost a vu le jour. Génocost, génocide congolais pour des gains économiques. Au sein de cette campagne, nous poursuivons 3 objectifs majeurs, à savoir, le premier, quand on dit génocide, beaucoup d'entre nous se heurtent à la littérature actuelle, à des discussions de juristes pour savoir si est-ce que ce qui se passe en RDC, c'est un génocide ou pas. Donc notre objectif, premier objectif, c'est de faire accepter ce narratif-là dans la conscience collective congolaise. Qu'il n'y ait pas de débat. Ce qui se passe en RDC, c'est 12 millions de morts, c'est plus que tous les génocides reconnus aujourd'hui. Et si on se fie à la littérature actuelle, nous sommes en droit de scander haut et fort que nous subissons un génocide. Donc la reconnaissance en interne qui passe par la construction d'un arsenal juridique qui permette à l'État congolais, au peuple congolais, de faire valoir ce narratif et cet état de fait. Deuxième objectif, c'est la reconnaissance, la commémoration. On va consacrer, nous avons milité pour avoir une date de commémoration. Nous sommes des Bantous, 12 millions de morts, c'est 12 millions de vies humaines, des pères, des mères, des enfants. Et au sein de CAIP, nous avons initié, nous avons milité, nous avons fait ce plaidoyer pour que collectivement nous puissions avoir une date, une journée dans l'année où les Congolais s'assoient pour pleurer leur mort. Et nous avons obtenu la date du 2 août. Troisième objectif, c'est la reconnaissance à l'externe du coup. Et la mobilisation qu'on a vue et dont on est très fiers de l'Isanga Balamboka est précurseur et précurseuse en tout cas d'une volonté que nous devons afficher tous de faire ce lobbying et cette pression au niveau international pour que justice soit faite, pour qu'il y ait l'avènement du tribunal pénal international pour le Congo. Tribunal pénal international, M. Charles-Nana va le détailler un peu plus longuement et c'est très bien, parce que nos détracteurs, nos tueurs sont transnationaux et pour les juger, il faut une institution internationale. Donc dans ce troisième branche
de notre plaidoyer, de notre démarche. Nous ne quémandons pas, nous ne pleurnichons pas. Nous devons être là sur le terrain et juridique et de la pression sociale, sociétale sur le terrain, un peu à l'image de ce qui s'est passé samedi, pour réclamer et exiger l'avènement du tribunal. Au sein de la campagne Génocost de manière générale, nous avons des projets, dont le premier c'est le coût économique du génocide congolais. Nous disons Génocost, génocide, la perte des humains, 12 millions de morts, tribunal pénal international pour dire justice, pour rétablir nos victimes dans leur dignité, mais cette crise nous coûte de l'argent. Ceux qui ont lu les livres et ceux qui vont le lire vont voir quelques exemples des faits totalement abjects de pillage de ressources naturelles qui sont documentés par ailleurs par plusieurs rapports des Nations Unies. Et nous, au sein de cette campagne Génocost, nous souhaitons documenter tout ce manque à gagner là et proposer à un tribunal des bases crédibles pour trancher sur une justice aussi financière, parce que ça nous coûte de l'argent. Pour une idée, l'association internationale, l'organisation internationale du sécurisme chiffre ce préjudice pour la RDC à 1700 milliards de dollars de la période de 2000 à 2020, que sur l'exploitation irrégulière, illicite de nos matières premières, nous avons perdu, selon le rapport de cet organisme, 1700 milliards de dollars. Pour une idée, c'est 3 fois le PIB de la Belgique en 2021. Donc, c'est beaucoup d'argent, et en tant que peuple, en tant que jeunes, nous devons nous mobiliser pour documenter ces valeurs-là et exiger réparation. Et un deuxième projet au sein de la campagne Génocost, qui est la construction des lieux de mémoire. Nous souhaitons, nous militons, nous faisons un plaidoyer pour que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans tous les chefs-lieux de la République démocratique du Congo, qu'il y ait des mémoriels de lieux où les gens, le peuple, viennent se recueillir, viennent pleurer et viennent apprendre leur histoire. C'est important pour nous et nous poussons aussi dans ce sens-là. Puis le dernier projet au sein toujours de la campagne Génocost, c'est, nous avons dit, la reconnaissance en interne. Nous travaillons pour une loi qui va nous outiller pour mettre sous contrôle nos preuves, nos éléments de preuve, parce qu'un tribunal donne justice sur base des preuves. Nous parlons des victimes qui, pour beaucoup, sont dans des fausses communes et tout ça. Donc, il faut des moyens de conservation de preuves structurés dans une loi. Il faut des mécanismes d'accompagnement des victimes survivantes dans leur parcours juridictionnel qui doivent aussi être réglementés au sein de la RDC. Puis enfin, la justice et la réparation ensuite. Donc voilà, dans le cadre du Génocost, le plan que nous avons. Et pour tous ces projets-là, nous avons besoin de la ressource intellectuelle, la ressource humaine. Nous avons besoin des juristes qui sont parmi nous. Nous avons besoin des économistes. Nous avons besoin de cartographes. Nous avons besoin des statisticiens. Nous avons besoin de compétences de manière générale parce que pour avoir les éléments tangibles, il faut du travail de fond, du travail sérieux, et l'aide de tous est demandée. Donc, je m'arrêterai là dans un premier temps en vous présentant notre projet phare, le Génocost, au sein de CAIP, sachant qu'il y a d'autres programmes. Si on a le temps, on pourra en discuter. Merci beaucoup. Le fait d'être venu un vendredi soir, généralement on est fatigué le vendredi après la semaine très chargée les uns et les autres, d'être venu jusqu'ici pour le Congo, je tiens à vous demander de vous féliciter, de vous applaudir vous-même. Et puis, je ne saurais commencer sans féliciter les jeunes qui se sont mobilisés samedi dernier pour faire un grand événement à Paris sous la pluie. Et ils ont bravé la pluie, ils ont bravé les intempéries, et je pense qu'il faut vraiment les féliciter. Alors, pour me
je n'aime pas beaucoup parler de moi, j'aime plutôt parler de ce que je fais. Je suis docteur en sciences politiques. Je suis depuis plusieurs années déjà auteur de très nombreux ouvrages, à peu près une vingtaine, si ce n'est plus, sur des sujets différents. Et j'ai commencé un peu dans la région des Grands Lacs avec le dossier de l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché le génocide au Rwanda, sujet sur lequel je suis systématiquement attaqué, menacé, harcelé, et pour lequel il y a eu aussi ici des pressions insoutenables pour pouvoir simplement exprimer la situation telle qu'elle s'est déroulée. Et vous comprendrez quand on ira dans le fond du sujet pourquoi les gens sont si angoissés chaque fois qu'ils savent que M. Nana doit prendre la parole quelque part, parce que évidemment, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt dans la région des Grands Lacs et en particulier au Rwanda et au Congo. Je ne suis pas mêlé dans des affaires politiques, ni des affaires économiques, ni culturelles. Je n'ai vraiment aucun conflit d'intérêt. Et je pense que si j'en avais, ça se saurait déjà. Et puis, donc, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas congolais. Donc, évidemment, je coche les mauvaises cases pour eux parce qu'ils auraient cherché à trouver un alibi pour me disqualifier. Et comme ils n'en ont pas, ils n'en ont toujours pas trouvé après 20 ans, eh bien, il faut simplement qu'ils fassent des pressions pour que je ne m'exprime pas. Mais je tiens à remercier aussi Trade Union et toutes les associations qui se sont réunies pour que, malgré les intimidations, les pressions, que cette conférence puisse avoir lieu. Donc, depuis, comme je vous disais tout à l'heure, depuis plus de 25 ans, je travaille sur la région des Grands Lacs et j'ai commencé par le dossier de l'attentat dans lequel 2 chefs d'État africains ont été assassinés avec un ensemble d'équipages français. Et manifestement, cette affaire était considérée par les Nations Unies comme l'événement qui a tout déclenché, qui a déclenché le génocide au Rwanda, sauf que personne n'a voulu travailler sur cette affaire. Finalement, une enquête avait été introduite en France en 1997 par des veuves de l'équipage français, la veuve du pilote, du copilote et du mécanicien navigant, et comme acte de terrorisme, donc c'était considéré comme un acte de terrorisme et l'enquête avait été confiée au juge Bruguière. Et avant que cette affaire-là, moi j'ai publié en 2002 mon premier livre sur le Rwanda, qui était intitulé « Les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d'un président », qui a été évidemment un best-seller et qui levait pour la première fois le tabou sur cette affaire-là. Et donc, 48 heures avant le procès, Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, a retiré sa plainte, et l'État rwandais, parce que j'étais poursuivi à la fois par l'État rwandais et par le président rwandais. Donc, 48 heures avant l'ouverture du procès, j'avais fourni près de 4000 documents aux magistrats, et puis j'avais quand même des témoins importants, certains diplomates des Nations Unies qui venaient témoigner en ma faveur, et surtout le commandant des casques bleus des Nations Unies, le colonel Luc Marshall, qui venait témoigner, parce que c'est lui qui était en charge de contrôler les armes, aussi bien du côté des rebelles Tutsis que des Hutus, et il considérait que ce que j'avais dit et les éléments que j'avais apportés étaient suffisamment éloquents pour essayer de venir apporter un appui sur le plan militaire à ce que je disais. Donc évidemment, le procès n'a pas eu lieu et depuis lors, évidemment, je suis systématiquement discrédité, attaqué, etc. Mais ça ne m'impressionne pas du tout parce que j'ai l'habitude de travailler sur différents sujets et ce n'est pas le premier sujet sensible sur lequel je travaille. Alors quand je suis arrivé sur le Congo, je présente ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes pour qu'ils comprennent effectivement comment je suis arrivé là. Et puis par la suite, je me suis intéressé au tribunal pénal international qui également a poursuivi les auteurs du génocide au Rwanda. Et j'avais rencontré le procureur Carla Del Ponte-Alaye, qui était le procureur en chef du tribunal pénal international. Elle m'a fait beaucoup de confidences dans son bureau à l'Aye, où elle m'expliquait effectivement que le président Kagame, l'actuel président du Rwanda, n'avait pas voulu qu'elle fasse des poursuites, qu'elle mène des poursuites contre les Tutsis du FPR qui étaient mêlés au massacre de 1994. Et pendant que j'étais dans son bureau, et
je lui ai posé une série de questions et elle m'a fait comprendre qu'elle était allée à Kigali et qu'elle avait dit au président rwandais qu'elle avait mené son bureau, enfin ses enquêteurs avaient mené des enquêtes et qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait environ 8 fosses communes dans lesquelles il y avait des morts, des gens qui avaient été tués par le FPR, et qu'elle avait suffisamment de preuves pour mener des poursuites. Et le président Kagame l'a regardé droit dans les yeux, d'après ce qu'elle me disait, Carla Del Ponte, pour lui dire: vous n'êtes pas venu ici pour poursuivre les gens de mon parti, et notamment les Tutsis du FPR. Et donc, évidemment, quelques temps après, le procureur Carla Del Ponte a été évincé de son poste de procureur avec l'appui des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, voilà comment je publie mon livre sur les secrets du génocide, enfin, pas les secrets, mais les secrets de la justice internationale en 2005. Bon, à la suite, évidemment, de cela, j'ai organisé un colloque international avec plusieurs experts, on a travaillé dessus. Et très rapidement, je suis passé sur le Congo parce que j'ai compris que les événements du Rwanda étaient liés à la situation du Congo. Et à l'époque, ce n'est pas comme ça que les gens voyaient les choses. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça tout à l'heure. Mais c'est tout simplement pour que vous compreniez que moi, je suis rentré par curiosité intellectuelle dans cette histoire. Je ne savais pas que 25 ans, 30 ans après, j'allais être encore en train de parler de ça simplement parce que la situation du Congo n'a pas commencé en 97, comme certains l'ont pensé. Ça a commencé en 94 et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà brièvement, en tout cas, enfin, longuement présenter les choses, comment je suis arrivé à cette histoire. Merci beaucoup. Donc, pour continuer dans ce contexte, j'ai une première question à vous poser. La question est la suivante: est-ce que finalement la RDC n'est pas en train de payer finalement l'hospitalité qu'elle a eue envers les peuples rwandais au moment du génocide au Rwanda? Est-ce que l'erreur n'a peut-être pas été d'ouvrir ses frontières justement à ce moment-là? Et jusqu'aujourd'hui, elle en fait les frais finalement. Alors, ça c'est la question, c'est vraiment la question centrale et je crois aussi la question difficile parce que est-ce qu'il faut priver un peuple qui est en détresse d'hospitalité? Ça non, je pense oui ça va là. Non, je crois qu'il faut donner hospitalité à toute personne qui est en détresse. Ça commence par nos voisins. Donc quand on a un voisin qui est en détresse, si on a la possibilité de l'accueillir chez nous, on le fait. Mais le problème, c'est que justement, les gens ont pris, dès 1994, les Congolais pour des billes. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'ils sont assez généreux, et donc on va profiter de cette générosité pour essayer de leur arracher leur pays. Comment les choses se sont passées? En 1959, lorsque la monarchie Tutsi, parce qu'il faut que vous compreniez très bien la question ethnique au Rwanda, c'est une question purement sociologique, de sociologie politique, mais qui est suffisamment simple à expliquer quand on veut comprendre. Bon, vous avez beaucoup de chercheurs qui vous disent oui, c'est très complexe. Enfin, ce qui est complexe n'est pas inexplicable, même quand c'est complexe. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant de s'intéresser à la complexité pour pouvoir être en capacité de l'expliquer. Alors, pendant des siècles, il y a eu une monarchie Tutsi au Rwanda qui a gouverné le pays et qui a quasiment, je dirais, marginalisé en quelque sorte les Hutus qui étaient majoritaires. Et donc, il y a trois grands groupes au Rwanda. Il y a les Hutus qui étaient, je vous parle là des chiffres de 1994. Donc en 1994, les Hutus sont majoritaires, à peu près 85%, les Tutsis 14%, et les Twa, la minorité de la minorité, 1%. En général, quand on parle de minorité au Rwanda, on vous parle des Tutsis, mais on ne vous parle jamais des Twa. Alors que les Twa, c'est vraiment la minorité de la minorité, et en 1994, ils ont été massivement décimés. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas, effectivement, s'il y a encore des Twa ou pas au Rwanda aujourd'hui. Et donc, en 1960, dans les années 60, lorsque les pays africains accédaient à l'indépendance, le Rwanda, effectivement, qui subissait donc la domination monarchique tutsi,
Tutsis, la majorité de la population Hutu a voulu donc mettre fin à cette domination séculaire. Et ils ont donc lutté pour l'indépendance du pays. Donc ils ont voulu demander à la fois l'indépendance et la fin de la monarchie. Il y a donc eu une révolution au Rwanda qui a abouti à la chute de la monarchie avec l'aide, n'est-ce pas, de l'administration belge, qui était la puissance tutélaire du Rwanda à l'époque. Et donc la monarchie Tutsi est tombée et une grande partie des enfants ou des membres de la monarchie ont pris donc la fuite dans les pays voisins, notamment en RDC, ex-Zaïre à l'époque, et puis en Tanzanie, en Ouganda, etc. Et donc, les Congolais, à l'époque, ont accueilli ces Tutsis qui sont arrivés à la suite de la chute de la monarchie dans leur pays. En 1994, lorsque les Tutsis, ces Tutsis, dont les enfants des Tutsis qui avaient quitté le Rwanda en 1959, sont intégrés dans l'armée régulière ougandaise et décident maintenant de revenir avec l'aide de l'Ouganda, de Yoweri Museveni, et des États-Unis et de la Grande-Bretagne de prendre le pouvoir au Rwanda, ils renversent maintenant le régime Hutu qui est au pouvoir et eux, ils prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, ce sont les Hutus qui quittent le pouvoir au Rwanda pour se réfugier au Congo. Et une fois de plus, les Congolais les accueillent sans aucun problème. Mais ce qu'il va falloir comprendre, et c'est là que je dis toujours que l'invasion du Congo ne commence pas en 1997 avec l'arrivée de l'Abdel, etc. L'invasion du Congo commence en 1994 et j'appelle cela une invasion masquée. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce que ça signifie? Et pour comprendre cela, ce n'est pas au Congo que j'ai travaillé. J'ai travaillé sur le Rwanda à partir des archives militaires, j'ai travaillé sur les archives, les documents, les cartes d'état-major de l'armée américaine, j'ai travaillé sur les documents de la CIA, j'ai travaillé sur les documents des Nations Unies et bien entendu sur un certain nombre de cartes des services de renseignement français et bien entendu des cartes du renseignement militaire belge. Et je suis arrivé à la conclusion que lorsque le FPR attaquait le Rwanda en 1994, ils attaquaient par le nord en venant de l'Ouganda. Et donc ils sont passés du côté est, où ils ont pris quasiment les populations en tenaille, en fermant la frontière à l'est avec la Tanzanie, en fermant la frontière avec le Burundi au sud. Et donc toutes les populations qui fuyaient la guerre ne pouvaient pas aller en Tanzanie, ne pouvaient pas aller au Burundi. Mais il y a une partie, c'était au tout début, mais quand le FPR a contourné le pays pour prendre le pays par le sud, par le sud-est, eh bien, ils ont commencé à pousser toutes les populations rwandaises, ou Tutsi, toi confondu, vers l'est du Congo. Et il y avait donc deux accès principaux pour le territoire congolais, c'était l'entrée par Goma et l'entrée par Bukavu. Et au milieu des deux, il y a le lac Kivu, et donc il y a beaucoup de populations qui sont tombées dans le lac, et beaucoup de gens qui sont morts dans le lac, et la communauté internationale a fermé les yeux, bien évidemment. Et pourquoi je vais chercher à comprendre cela? Parce que toutes les organisations humanitaires à l'époque, Médecins sans frontières, Human Rights Watch, Amnesty International, etc., disent que eh bien, le Congo est victime des conséquences du génocide au Rwanda. Et je dis non, le Congo n'est pas victime des conséquences. Ils ont même dit, pour certains disaient que c'était un dégât collatéral. Qu'est-ce qui se passait au Congo était un dégât collatéral? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis très longtemps, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les grandes puissances en tout cas, considéraient le Congo comme un énorme réservoir de matières premières. C'est-à-dire, je rappellerai pour ceux qui ne savent pas, que la bombe atomique qui a été utilisée à Nagasaki et Hiroshima, l'uranium venait du Congo. Pourquoi? Parce que lorsque le professeur Albert Einstein avait compris pendant la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis devaient avoir la bombe atomique pour essayer d'avoir l'arme nucléaire pour mater la domination, pour casser la domination nazie, ils se sont dit que si les nazis réussissaient à prendre l'uranium en Afrique, parce qu'il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, les stratèges allemands du côté de la Wehrmacht travaillaient déjà
à l'acquisition de l'arme nucléaire et à travers ce qu'on a appelé l'Institut Kaiser Wilhelm. Et là, l'Institut Kaiser Wilhelm travaillait avec le Führer, Hitler, pour pouvoir obtenir l'arme atomique. Et donc, le professeur Einstein a conseillé au président américain que c'était important d'avoir l'arme atomique avant les Allemands pour pouvoir effectivement les empêcher de dominer le monde comme ils avaient commencé à dominer l'Europe. Et donc c'est dans ce contexte-là évidemment que une entreprise belge est allée s'approvisionner, puisque évidemment comme vous le savez c'était la Belgique qui avait le contrôle des ressources minières du Congo, et donc c'est une entreprise belge qui a travaillé à livrer l'uranium au Congo, à l'état-major américain, pour pouvoir fabriquer la bombe atomique. Donc, il se trouve également que pendant cette période-là, je remonte un peu à l'histoire pour que vous compreniez l'articulation de ce qui se passe avec le Congo d'aujourd'hui. Le coltan qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, etc., avait été identifié par les ingénieurs américains en 1942. Et en 1942, les États-Unis ont considéré que le coltan était un produit stratégique de la défense, de la sécurité des États-Unis. Donc pour eux, ce produit-là devait être contrôlé intégralement par les États-Unis pour pouvoir assurer leur domination dans les années à venir. Et vous comprendrez pourquoi les multinationales américaines ou anglo-saxonnes de manière générale ont rapidement pris en 1997 le contrôle des minerais au Congo, dont le coltan est aujourd'hui l'une des matières stratégiques les plus importantes. Et donc, pour revenir à 1994, ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est qu'au moment où on est donc en train d'attaquer au moment où Kagame prend le pouvoir au Rwanda, l'objectif en fait, c'est quoi? C'est que on ramène Kagame au pouvoir, c'est-à-dire les Tutsis qui étaient en Ouganda, on les amène au Rwanda, parce que les multinationales américaines, anglo-saxonnes de manière générale, et l'administration Clinton à l'époque ont décidé de s'emparer des ressources minières du Congo. Et pour s'emparer des ressources minières du Congo, on ne peut pas le faire un peu brutalement comme ça. On essaye de donner l'impression qu'on est civilisé, parce qu'évidemment, ce sont les pays des droits de l'homme, ce sont les pays qui se battent pour faire respecter les droits humains partout. Donc, ce ne sont pas des barbares, en tout cas dans leur lecture des événements. Donc, il faut utiliser un sous-traitant. Et le sous-traitant, ça va être simplement Paul Kagame. Et donc, Paul Kagame est utilisé en 1994 pour cela. Et lorsque je cherche à comprendre cette stratégie militaire, parce que, contrairement à la politique, l'action militaire trahit les objectifs politiques. Quand vous regardez un mouvement armé, comme les gens analysent aujourd'hui l'action du M23 au Congo, quand vous regardez la façon dont l'armée se comporte sur le terrain, vous pouvez comprendre quelles sont les missions politiques qui lui sont assignées. Et donc, j'ai constaté à travers cette action militaire que dès 1994, le président Clinton avait décidé le 22 juillet de signer un décret dans lequel il demandait que l'armée américaine intervienne à titre humanitaire au Rwanda. Le seul problème, c'est que les États-Unis avaient été sollicités pour participer à l'opération turquoise qui était faite sous le commandement français. Ils ont refusé de participer à cette mission qui, elle a commencé le 21 juin 1994, et un mois plus tard, le président Clinton signe son décret instaurant donc une intervention militaire au Rwanda. Deuxième problème, c'est que au moment où il signe ce décret, il n'y a plus de problème au Rwanda, puisque la guerre est quasiment gagnée par le FPR depuis le 12 juillet. Le Rwanda le Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame a battu l'armée Hutu qui a fui, qui se retrouve donc au Zaïre. Et donc, il n'y a plus de personnes à défendre ou à sauver ou à protéger au Rwanda. Les populations en danger sont au Zaïre. Et qu'est-ce qu'il fait donc? C'est qu'il y a donc cette opération humanitaire qui inquiète quelques sénateurs américains, est mise en œuvre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les forces spéciales, par exemple américaines, se déploient en Ouganda, en TB. Il y a des équipes médicales qui vont là-bas.
il y a des armes très sophistiquées qui sont également envoyées là-bas. Et moi, en examinant donc les documents de cette mission, et bien entendu un certain nombre de documents du Pentagone auxquels j'ai pu accéder, je me rends compte que c'est à ce moment précisément que lorsqu'on déplace les armes et les troupes en Ouganda, c'est pour aller préparer, c'est pour en quelque sorte brouiller les pistes. Parce qu'à ce moment-là, on ne veut pas donner l'impression qu'on vient avec une puissance militaire au Rwanda, on déplace tout ça en Ouganda, et 3 semaines après, eh bien, toutes les armes qui avaient été envoyées en Ouganda sont revenues à Kigali, et l'attaché militaire américain qui était basé à Kinshasa se retrouve donc à Kigali pour aller former la nouvelle armée de Kagame. Et donc, cela donc fait que cette stratégie a consisté à préparer l'invasion du Congo. Et comment je le sais? Donc, à travers tous les documents que j'ai analysés, j'ai demandé à des experts militaires combien de temps il faut pour mener la bataille qui a été menée pour renverser le maréchal Mobutu en 1997. Ils m'ont dit 2 ans. Et ça correspond exactement au temps qui a été mis pour préparer la bataille entre le mois de juillet-août 1994 et 1997, quand le maréchal Mobutu a été renversé. Donc, est-ce que les Congolais ont eu raison d'accueillir les Rwandais? Oui, ils ont eu raison d'accueillir les Rwandais, sauf qu'il ne suffisait pas d'accueillir les Rwandais, ils devaient mettre un certain nombre de conditions, et sauf qu'à ce moment-là, il y avait tellement de pression sur le maréchal Mobutu, qui avait été soutenu pendant 32 ans par les Américains, qui ont considéré que le temps était venu pour eux de tourner la page du maréchal pour mettre quelqu'un d'autre qui allait défendre leurs intérêts. Et c'est pour cette raison que le maréchal Mobutu a été renversé et que le Rwanda est devenu le maître du jeu dans la sous-région jusqu'à présent. Et vous aurez constaté que malgré tous les crimes qui sont commis au Congo, eh bien, le Rwanda est toujours considéré comme un modèle. Allez comprendre la logique dans tout cela. La deuxième thématique. Bonjour Charles. Bonjour. Voilà, comme l'a dit Charles Nana, merci beaucoup pour vous qui avez fait l'effort d'être là un vendredi après le travail. Le problème du Congo, c'est un problème complexe, à la fois simple aussi à comprendre. Et si le problème est complexe, c'est parce qu'on l'a complexifié. C'est-à-dire qu'il y a une grande manipulation qui fait que, au niveau du vocabulaire, on a intégré un certain vocabulaire qui nous amène à mal appréhender la véritable question ou le vrai problématique de l'affaire de la République démocratique du Congo. On a intégré par exemple le vocabulaire de rébellion. Or, la rébellion, c'est un problème interne. Et pour résoudre une rébellion, on utilise les outils que nous donnent le droit constitutionnel ou la science politique. Or, au Congo, nous n'avons pas de problème de rébellion, nous avons plutôt un problème d'agression. Résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations Unies. Le Congo est envahi et le Congo est occupé. Et dans cette occupation, vous allez remarquer que l'armée rwandaise, dont Charles Nana vient de vous expliquer comment ils sont arrivés au Congo, ne fait que changer de nom. On l'a appelé l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Or, le professeur Badevant dit que la libération, c'est une occupation. Nous avons le RCD Goma, nous avons le CNDP de Nkunda Batouare, nous avons le M23, nous avons ce qu'ils appellent les ADF, parce que dans cette affaire des Kagamistes, Kagame est venu de l'Ouganda, dans cette affaire des Kagamistes, nous avons l'Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda a créé avec l'Ouganda l'AFDEL, le Rwanda a créé le RCD, l'Ouganda a créé le MLC, et du MLC, donc de cette lignée ougandaise, nous avons le MLC et les ADF, qui curieusement sont des rebelles soi-disant ougandais,
qui ne s'attaquent pas à l'Ouganda, mais s'attaquent souvent au Congo. Et côté congolais, nous avons toute cette lignée de RCD, congolais, rwandophones, Tutsi congolais, M23, AFDEL. C'est la même chose, ça résume une réalité, c'est l'armée patriotique rwandaise. Les matins, ça s'appelle le M23, le soir, ça va s'appeler le RCD, le lendemain, ça va devenir Tutsi congolais, après, ça va devenir congolais rwandophone, ainsi de suite. On nous parle des rébellions, il n'y a jamais eu de rébellion. Alors, nous allons traiter, avec mes collègues, nous allons traiter 3 thèmes, mais très rapidement. Nous allons prendre peut-être chacun 3 minutes. Il y a eu l'histoire de l'envahissement dont Charles vient de parler. Il y a l'histoire de l'infiltration des institutions par de personnes venues d'ailleurs qui sont devenues congolais par un tour de passe-passe magique. Et il y a le 3e thème qui va aboutir à des solutions qu'il faut trouver. Alors, en résumé, qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire ce soir? C'est vous dire tout simplement que nous devons ouvrir l'œil. La constitution d'un pays, c'est une affaire des fils de ces pays-là. La constitution d'un pays, c'est un contrat social. Les fils du pays, les citoyens du pays établissent un contrat social, comment ils veulent que leur pays soit dirigé. Dans toutes les étapes de l'élaboration d'une constitution, en commençant par l'élaboration, l'adoption, le référendum, la promulgation, et la publication au journal officiel, c'est une affaire des fils du pays. Mais dans notre cas, on a été envahi, comme l'a dit Charles Nana. Nous ne sommes pas un dégât collatéral, c'était un projet, le but ultime. Lorsqu'on a été envahi, ces gens arrivent au Congo, à Kinshasa, ils installent Laurent Désiré Kabila. Dans notre vocabulaire, nous disons, ah ben Laurent Désiré Kabila nous a ramené le Rwandais. Non, les Rwandais l'ont ramené comme mot de passe, pour congoliser leur agression qui deviendrait une rébellion. Lorsqu'ils nous ont envahi, Laurent Désiré Kabila leur a dit de partir. Ils sont revenus, c'était le 2 août 1998. Ils nous ont envahis et ils ont gagné la guerre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des Congolais comme des moutons, les ont emmenés en Afrique du Sud, à Sun City, pour un soi-disant dialogue entre Congolais. Non, ce n'était pas un dialogue entre Congolais. C'était un dialogue entre les vainqueurs de la guerre d'agression rwandaise et des Congolais soumis. Et là va sortir une constitution qu'on a appelée de façon prosaïque constitution des belligérants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La constitution, c'est notre constitution. Entre nous, Congolais, nous ne sommes pas des belligérants. Les belligérants, c'était qui? Les étrangers et les Congolais. Et là-dedans, il y a plusieurs articles, dont l'article 10, qui, s'il faut faire caricatural, veut dire tout simplement, tous les Rwandais peuvent devenir Congolais. J'exagère à peine. Et l'article 217 qui dit, le Congo peut céder une partie de son territoire au nom de l'unité africaine. Et il y a un article qui dit que la constitution congolaise protège toutes les minorités. Question à l'auditoire. Nous sommes 450 ethnies, 450 tribus, 375 ethnies. Y a-t-il une ethnie minoritaire au Congo? Non. Alors pourquoi la constitution, soi-disant des Congolais, doit protéger des minorités? Donc, vous avez tout compris. Je vais passer la parole à un de mes collègues pour... voilà. Super. On va remettre la parole à M. Nana. Justement, on vient de faire, de brosser un peu le tableau désastreux de la prise en main des institutions congolaises. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en creusant depuis l'arrivée de l'AFDEL à aujourd'hui? Il y a vraiment une volonté de dominer la RDC par sa tête. Oui, alors ça aussi c'est une question fondamentale parce qu'elle est au cœur de la question du fonctionnement institutionnel du Congo, mais aussi au cœur de la survie du Congo en tant qu'État et en tant que peuple également, parce que l'extermination des Congolais, bon, on disait déjà, vous avez eu raison de dire tout à l'heure que il y a des gens qui veulent faire des débats, et même des Congolais sont rentrés dans ce jeu de vouloir discuter le nombre de victimes chez eux. Bon, mais quand on leur dit
est-ce que vous êtes, vous, en situation dans votre pays, de vous asseoir pour compter les morts tous les jours? Parce que depuis toute cette semaine, il y a eu des morts au Congo tous les jours. Et il n'y a personne qui va s'asseoir pour compter. Et pourquoi les gens veulent mettre un doute? Parce qu'en 2010, au moment où la sortie du rapport mapping, on parlait déjà de 10 millions de Congolais tués. Et aujourd'hui, en 2023, on nous dit toujours 10 millions de Congolais tués. Mais il en meurt tous les jours. Donc, les gens, et d'ailleurs, quand on dit 10 millions de Congolais, ça signifie, pour les gens qui comprennent un peu mieux, c'est un peu l'équivalent de l'ensemble des Danois. C'est comme si vous avez rayé le Danemark de la carte. C'est ça que ça veut dire. Et ça signifie aussi que vous avez rayé la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville de la carte. Ça n'existe plus. Donc c'est ça le nombre de morts, même si on reste à 10 millions. C'est ça la réalité. Mais le problème, c'est que ceux qui sont derrière tout ça n'ont pas envie qu'on parle sereinement des victimes du Congo, parce que parler sereinement des victimes du Congo, ça signifie assumer la responsabilité d'avoir encouragé ça, cette extermination. Donc, la question des institutions congolaises se pose dès 1997, lorsque le président Mobutu est renversé. Que se passe-t-il? Monsieur Kerwin Maïzo vous a dit tout à l'heure que l'AFDEL est venu avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'était les deux armées qui pilotaient en quelque sorte la chute du maréchal Mobutu. Épaulées par les troupes américaines, les forces spéciales américaines. Et évidemment les éléments de la CIA. C'est documenté. Donc ce n'est pas des choses qu'on parle, on dit pas ça comme ça. Bon. Donc, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, la première idée, puisque Laurent Désiré Kabila lui-même il a dit qu'il a eu une réunion en Angola et il est parti au Rwanda et c'est du Rwanda qu'ils sont venus. Et les Rwandais avaient décidé, Kagame avait décidé avec ses mentors de faire installer un Tutsi à la tête du Congo, qui ne serait pas nécessairement congolais. Le but était que dans la confusion et dans l'euphorie des Congolais de se débarrasser du dictateur Mobutu comme c'était, de profiter pour faire entrer quelqu'un dans la maison qui n'est pas congolais pour gouverner les Congolais ad vitam aeternam. Le problème, c'est que Laurent Désiré Kabila a rapidement compris cela. Il s'est autoproclamé, vous avez dû entendre ça, que Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président. Il a doublé ceux qui essayaient de le manipuler, il est devenu président de la République. Et une fois qu'il est devenu président de la République, on lui a dit, bon, maintenant, un Rwandais devient chef d'état-major. Et qui devient chef d'état-major de l'armée congolaise? Un certain James Kabarebe. Qui, en 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila dit que les étrangers qui sont envahissants rentrent, James Kabarebe va déclencher la guerre contre la RDC, alors qu'il est supposé être chef d'état-major de l'armée congolaise. Peu de temps après, il va devenir ministre de la Défense au Rwanda, et puis d'abord chef d'état-major, puis ministre de la Défense au Rwanda. C'est la première fois qu'on voit en Afrique quelqu'un qui devient chef d'état-major dans un pays et qui redevient chef d'état-major dans un autre pays, puis ministre de la Défense dans le même pays. Donc les Congolais, à ce moment-là, vont voir leur armée, leur institution infiltrée massivement par des Tutsis rwandais venus. Quand je dis Tutsis, il faut toujours que les gens comprennent, que je nuance. Je ne parle pas des Tutsis en tant que communauté, etc. Non, je parle des militaires et des gens qui sont venus de l'Ouganda, qui étaient des éléments de l'armée régulière ougandaise, parce que Paul Kagame lui-même, avant que James Kabarebe ne devienne chef d'état-major dans l'armée congolaise, Paul Kagame a été lui-même directeur des services de renseignement militaire en Ouganda entre 1987 et 1990, quand Museveni a pris le pouvoir. Et c'est l'Ouganda qui lui a permis d'avoir une bourse d'études pour aller aux États-Unis se perfectionner, et il a obtenu sa bourse d'études pour se former à la lutte anti-insurrectionnelle, et il est revenu à la tête
de l'APR en 1990 menait l'offensive militaire contre le Rwanda. Je récapitule, je résume pour que vous compreniez bien l'articulation. Il est dans l'armée ougandaise comme directeur des renseignements militaires. Il obtient une bourse de l'Ouganda, il va aux États-Unis, il est formé et il revient prendre la tête de la rébellion des Tutsis qui veulent renverser le président Habyarimana. Il prend la tête des opérations et ils vont renverser le président Habyarimana en 1994. Donc voilà le parcours militaire de Kagame. Donc il va faire exactement la même chose que lui entre l'Ouganda et le Rwanda. Il va faire la même chose avec James Kabarebe qui va devenir chef d'état-major de l'armée congolaise et il repart. Et c'est donc à ce moment-là que vous allez voir beaucoup de gens qui étaient supposés être des militaires de l'AFDEL, donc qui n'étaient pas des Congolais, et qui rentrent au Congo. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, au bout d'un certain temps, à Laurent Désiré Kabila, que s'il ne se débarrasse pas des Angolais, parce que les gens qui ont permis la chute du maréchal Mobutu, c'était les troupes angolaises, les troupes rwandaises et les troupes ougandaises. Et les troupes angolaises qui avaient une position un peu différente par rapport aux ambitions du Rwanda et de l'Ouganda, le Rwanda a tout fait pour les faire partir. Et ils ont dit donc à Laurent Désiré Kabila que les Ougandais voulaient le renverser, et donc Laurent Désiré Kabila a chassé les Ougandais, les Angolais. Et qu'est-ce qu'il s'est retrouvé donc avec ses ennemis, uniquement. Et je me souviens du ministre de l'économie, M. Victor Mpoyo, qui m'avait fait des confidences dans son hôtel à Paris, qui me disait effectivement que lui qui était l'ami du président Dos Santos, il est allé voir le président Dos Santos, l'a fait poireauter à la salle d'attente pendant 1 heure, ce qui était jamais arrivé. Et le président Dos Santos lui a dit, après tous les efforts que nous avons faits pour vous aider à prendre le pouvoir, vous venez maintenant dire que nous, on veut renverser Laurent Désiré Kabila, mais pour quelle raison? En fait, il lui a dit, on a été piégé par les Rwandais qui nous ont dit que vous vouliez renverser le président, et donc le président, c'est pour ça que le président a demandé que les Ougandais, les Angolais partent. Et donc, quand les Angolais partent, donc ce sont des Rwandais qui restent, enfin des Rwandais, des petits Rwandais qui restent dans les institutions. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? Quand Caroline Maïzo parle de ce qui s'est passé à Sun City, encore ça c'est un élément très important. Donc je retrouve par exemple quelqu'un qui était réputé être congolais, dont le vice-président, M. Azarias Ruberwa, qui est donc Tutsi congolais, que tous les Congolais connaissent comme quelqu'un qui s'est toujours présenté comme tel. Moi je fouille un peu dans son pédigré. Et je me rends compte que M. Azarias Ruberwa est né à 3 endroits différents. Bon, je ne connais pas. Le même jour, le baccalauréat qu'il a eu au Congo, au Zaïre à l'époque, on peut dire quand même que le Zaïre était sérieux en matière de diplôme, de documents, etc., dit qu'il est né à Rugezi. Son certificat d'aptitude physique dit qu'il est né à un autre endroit. Et lui-même, quand il écrit son livre sur le Congo, il dit qu'il est né à Minembwe. Et moi, j'ai simplement posé la question que les parlementaires congolais posent la question à M. Ruberwa, où il est né exactement. Il n'y a aucun Congolais qui est né à 3 endroits différents. Bon, je tombe encore sur un autre document. Enfin, une fois, il y a quelqu'un qui maintenant n'est plus au Congo, mais qui est au Rwanda. C'est Laurent Nkunda, le chef rebelle Laurent Nkunda. Tout le monde a vu sur tous les médias du monde entier, etc. Courtisé par M. Louis Michel, les membres de la Commission européenne, etc. Considéré comme le porte-parole des Banyamulenge, les Tutsis congolais. Qui est M. Laurent Nkunda? Il a dit qu'il est né au Congo, que lui il a toujours vécu au Congo, qu'il était... il a dit qu'il a enseigné, il était professeur. On ne sait pas dans quel établissement il a enseigné au Congo. Mais moi, je fouille un peu dans son pédigré. Je tombe sur un rapport spécial de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui dit que M. Laurent Nkunda était officier rwandais de l'APR et qu'il est retourné dans son pays. Et dans ce rapport de 10 pages,
confidentiel, classé confidentiel. On explique que M. Laurent Nkunda n'a même pas fini ses études et donc il ne pouvait jamais être professeur au Congo, sauf à considérer que les Congolais sont incapables de produire des professeurs formés. Bon, donc il n'y a pas eu, au niveau du Parlement congolais, une volonté d'interroger le cas de M. Laurent Nkunda, qui a commis au passage des crimes contre l'humanité, et c'est M. Ado Ayelo, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui va voir Joseph Kabila et qui dit à Joseph Kabila d'échoir M. Laurent Nkunda, qui a été par décret nommé par décret général de l'armée congolaise. Donc, quelqu'un qui était sergent, d'après ce que dit le rapport de la MONUC, qui était sergent dans l'armée rwandaise, il est devenu général au Congo-Kinshasa. Bon. Et on nous dit en plus qu'il n'est pas congolais. Bon. On n'a pas posé plus de questions que ça. Joseph Kabila lui-même, donc le président du Congo qui a gouverné le Congo pendant 18 ans, c'est ça? Bon. Tous les présidents congolais ont une identité très claire. La seule personne dont les origines posent problème aux Congolais, c'est M. Joseph Kabila. Et c'est sous Joseph Kabila, bon, moi j'étais en contact direct pendant des années avec le tuteur de Joseph Kabila, c'est-à-dire celui qui s'est occupé de sa sœur et de lui quand ils étaient en Tanzanie. Bon, il est mort maintenant, mais pour les Congolais qui ont envie de savoir, c'était le général Milambwe. Donc les camarades de Macky, de Laurent Désiré Kabila, savent que c'est lui qui s'occupait de Joseph et de sa sœur. Donc je close là. Donc Joseph Kabila, pendant les 18 ans où il a été au pouvoir, c'est à ce moment-là que les Rwandais ont fait au Congo tout ce qu'ils voulaient. Ils sont rentrés comme dans un moulin, les gens avaient... ils devenaient généraux Moutepouissi, par exemple, tous ces gens, que ce soit Laurent Nkunda, tous les gens qui constituent aujourd'hui le M23, etc., ils sont tous rentrés au Congo pendant la période où Joseph Kabila gouvernait. Et il me souvient à l'époque que c'est pendant cette même période qu'un ancien chef de l'État français, un certain Nicolas, dont je ne connais pas la suite du nom, a dit que effectivement les Congolais devaient partager leur richesse avec le Rwanda. Bon, donc vous comprenez que pendant toute cette période-là, et j'ajoute un dernier élément qui n'est pas mince, au moment où les Congolais se plaignaient de vivre des massacres pendant la période 2005, 2006, etc., je suis tombé sur un lot de documents confidentiels de l'Union européenne, donc les documents du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule stratégique qui fait la diplomatie européenne, un lot de documents, effectivement, dans lesquels on constate que M. Louis Michel et un certain nombre de personnalités exerçaient des pressions terribles sur l'ensemble de la classe politique congolaise pour aller signer, effectivement, ces accords à Sun City. Et c'est pendant cette période-là qu'on leur a demandé de faire des concessions au Rwanda, de ne pas de faire la paix avec le Rwanda, de signer des accords de paix avec le Rwanda, que le Rwanda n'a jamais respecté, une seule fois. Plus grave, en 2010, lorsque le rapport Mapping est publié, eh bien, M. Louis Michel crée au sein de l'Union européenne une association des amis du Rwanda. Et moi, je pose la question, lui qui donc... Et il dit que c'est pour promouvoir la culture des pays africains, notamment du Rwanda. Et si c'est donc pour promouvoir la culture du Rwanda, pourquoi ne pas promouvoir aussi la culture du Congo? Ce qui me paraît tout à fait logique. Et le Congo a donc vécu pendant ces 18 ans de Joseph Kabila la situation, les massacres les plus horribles et l'infiltration des étrangers dans les institutions du Congo. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, moi je l'ai expérimenté à travers le livre. C'est-à-dire que le livre était diffusé partout en Europe, mais il était inaccessible aux Congolais. Parce que personne ne voulait prendre le livre. Il y a des amis qui me disaient, mais tu vas voir des parlementaires qui lisent ton livre avec des serviettes.
Et il met de la serviette autour du livre et il lit, on ne sait pas ce qu'il lit. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit qu'il est en train de lire Holocauste au Congo. Donc, ce qui vous montre pourquoi, dans la situation actuelle, les Congolais sont dans la difficulté, à part les jeunes, comme vous avez vu les Jason, etc. et d'autres, les dirigeants congolais ont du mal à parler de l'agression dont ils sont victimes par rapport au Congo, par rapport à leur pays. Et moi, j'ai rencontré pas mal de diplomates aux Nations Unies qui m'ont dit, mais on ne comprend pas ce que veulent les Congolais. On entend les populations congolaises se plaindre, mais les dirigeants congolais, manifestement, ne font pas grand-chose. Donc, ça explique effectivement que le silence, l'omerta, ce n'est pas simplement l'omerta de la communauté internationale, mais il y a un chanteur congolais qui m'a dit, ce qui est terrible, c'est qu'il y a l'omerta chez nous, sur la situation que nous vivons. Comment pouvez-vous comprendre que le docteur Mukwege, par exemple, qui est médecin, qui s'est occupé du viol des femmes, bon, plus de 500 000 femmes violées, et il ne se passe rien au Congo. Personne ne dit rien. C'est comme si c'était... Bon, en France, oser violer une femme, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon, mais même les femmes, les associations féminines en France ont du mal à se mobiliser sur les viols des femmes congolaises. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays qui mérite effectivement que tout le monde s'interroge et essaye de regarder la cohérence qu'il y a entre la politique et la vision de la communauté internationale et l'attitude des responsables congolais. À ce sujet, le livre est en vente. Donc ceux qui veulent se procurer le livre, manifestez-vous à la fin. Les livres sont disponibles. Je vais introduire le troisième thème. Justement, après votre explication, votre récit, on se rend compte que finalement, le Congo est infiltré, qu'à la tête de l'État aussi, personne ne fait rien, et que les pays voisins sont nos ennemis. Finalement, quelles solutions, nous, population congolaise, pouvons-nous mettre en place pour pouvoir sortir de ce cercle infernal? Alors, bon, je ne serai pas prétentieux pour pouvoir dire aux Congolais ce qu'ils doivent faire. Bon, je vais rester modeste à ma place de chercheur, mais je vais vous dire une chose. Quand j'ai entendu les autorités congolaises dire qu'ils faisaient venir l'EAC pour les aider à lutter contre le M23, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mais j'ai appelé un certain nombre de responsables congolais que je connais. Je leur ai dit, mais vous êtes en train de faire une bêtise là. Les pays de l'EAC que vous invitez chez vous, beaucoup ont participé à la guerre de 97, de 98 et des autres guerres après. Comment vous pouvez faire venir une armée dans laquelle des gens sont impliqués dans le pillage de votre pays pour venir vous aider à vous libérer des pilleurs de votre pays? Donc c'est quelque chose qui est incompréhensible. Bon, ils m'ont dit non, on a bien réfléchi à tout ça. Bon, vous savez, en Afrique centrale, généralement, les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont tort. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. En Afrique centrale, tout le monde prenait le Congo, le Gabon, le Cameroun. Ils savent tout et ils comprennent tout. Bon, même quand vous les prenez en flagrant délit de défaillance, ils vous disent que non, on a quand même réfléchi à cette défaillance. Mais pourquoi vous êtes dedans si vous y avez réfléchi? Donc, ils ont expliqué que non, ils y avaient réfléchi, ils y avaient travaillé. Et vous savez, l'EAC a demandé quand même 60 millions de dollars. Et les Congolais ont quand même déboursé cet argent. Pour se rendre compte quelques mois après que l'EAC est totalement inefficace. Et que, en fait, c'était un mauvais choix stratégique de faire venir l'EAC, parce que l'EAC ne fait rien. Et vous avez entendu le président de la République dire que l'EAC est totalement inefficace, et donc il faut qu'il parte. Donc, la situation du Congo est aujourd'hui, ce que vous devez comprendre objectivement, c'est qu'il y a une telle pression des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, également. Vous avez entendu le président Macron s'exprimer à Kinshasa, avoir une altercation avec le président de la République et du Congo. Bon, c'est quand même rarissime. On n'avait jamais vu comme ça publiquement un chef d'État français avec un chef d'État africain s'étriper en public. Il va donner des leçons de gouvernance au
peu maladroit. Bon. Mais les pressions qui sont exercées sur les dirigeants congolais sont telles que je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas qu'il n'y a que eux qui doivent défendre leur pays et personne d'autre. Et qu'ils ne doivent pas, si on exerce des pressions sur eux, ce n'est pas une raison pour qu'ils s'écrasent devant les pressions, parce qu'il s'agit de leur pays. Il ne s'agit pas, ils n'ont pas volé quelque chose chez quelqu'un, ils n'ont pas emprunté la population de X ou de Y, ils ont leur population qui sont exterminées, leurs richesses qui sont pillées, et ils ont à envoyer paître, excusez-moi du terme, mais tous ceux qui exercent des pressions sur eux, parce qu'ils viennent chez eux, parce qu'ils ont eux quelque chose. Donc il faut que les dirigeants congolais retrouvent la confiance en eux-mêmes, qu'ils se sentent en capacité de discuter, peut-être pas d'égal à égal, mais de demander, d'essayer d'imposer le respect à la fois vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de... Bon alors, il y a quelqu'un qui me disait comment je peux expliquer à un enfant de 5 ans que comment un petit pays comme ça, comme le Rwanda, qui attaque un très grand pays comme ça, comme le Congo, et celui qui est très grand là ne fait rien et il se plaint tous les jours qu'il est attaqué par un petit. J'ai dit oui, c'est compliqué effectivement à expliquer ça à un enfant de 4 ans, mais il faut que les Congolais, je ne parle pas de la population congolaise, je rappelle que si la population congolaise n'était pas là, notamment les populations de l'Est, le pays serait déjà parti, complètement parti. Donc, la résistance qui est faite avec les Wazalendo et tous les gars à l'Est maintenant, c'est cette résistance-là qui fait que le pays ne part pas. Mais, plus grave, les élections se font aujourd'hui, tout le monde va aux élections. C'est très bien, parce que ça fait partie du jeu politique, mais il faut que les Congolais comprennent que s'ils ne se battent pas pour défendre leur pays, on va imposer à la tête à Kinshasa quelqu'un qui va exécuter le plan du Rwanda et qui va appliquer le plan que réclament les grandes puissances que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et les multinationales. Or, leur objectif, ce n'est pas de se retrouver comme des clochards avec autant de richesses, mais c'est de pouvoir vivre dignement dans leur pays de leur richesse, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent quémander, c'est quelque chose qu'ils doivent imposer. Bon, écoutez, je ne vais pas faire le commentaire du commentaire, etc. Je pense tout simplement que on est là pour essayer de voir comment d'abord sensibiliser le peuple congolais à la crise que traverse le pays et être en solidarité, bien entendu. Et donc moi je suis en solidarité depuis plus de 25 ans. Donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, c'est-à-dire que mon travail, je crois, plaide suffisamment à ma place que je n'ai pas besoin de commenter. Mais je crois effectivement que ce qu'on ressent dans la salle, c'est une forme de colère qui est tout à fait légitime, parce que c'est un peuple qui est piétiné, humilié, maltraité et même interdit de pleurer. C'est mort, parce que c'est la première fois que je vois, dans le cas du Rwanda, on a créé un tribunal pénal international immédiatement, je crois 6 mois après les événements du Rwanda. Dans le cas du Congo, ça fait 30 ans que les gens se battent. Le docteur Mukwege en parle, d'autres en parlent, des avocats, Maître Reti par exemple, qui a été avocat au tribunal pénal international, a rencontré avec une série de personnes, le président François Hollande, qui a dit très clairement à Maître Reti et à tous ces gens, j'explique ça dans le livre, que le vrai problème, l'obstacle à la création du tribunal pénal international pour le Congo, c'est les États-Unis, c'est le veto américain. Donc aujourd'hui, il faut que les Congolais sachent que les États-Unis ne vont pas vous permettre d'avoir un tribunal pénal international. Il faut comprendre ça. Comprendre ça ne signifie pas ne rien faire. J'entends beaucoup parler de justice transitionnelle, mais je ne suis pas convaincu de ça. C'est-à-dire, si on vous dit, faites une justice transitionnelle, mais pas un tribunal pénal international, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la proposition qu'on vous fait. C'est-à-dire qu'on va vous faire une justice de second degré, et pas une justice internationale, comme on a fait pour le Rwanda, par exemple, ou comme on a fait pour l'ex-Yougoslavie. Donc, la démarche aujourd'hui consiste non seulement à être en solidarité, mais à être déterminé plus que jamais à
battre pour arracher votre pays des griffes. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être impressionné, il ne faut pas être intimidé, ni par les grandes puissances, ni par personne. C'est le pays de vos ancêtres, c'est le pays où vous êtes nés, c'est le pays où vos parents ont vécu. Beaucoup sont morts pour ce pays-là. Donc il n'y a personne aujourd'hui, qu'il soit américain, français ou belge ou n'importe qui est en capacité de vous dire que vous n'avez pas le droit ni de pleurer vos morts, ni de vous battre pour votre pays. Je te laisse Parfait. prendre la salle. Top. Et puis moi, je vais confier mon micro à Charles Nana et puis en fonction, je jonglerai entre les deux intervenants. Alors, juste un petit commentaire, Raphaël, juste un petit commentaire. Tout à l'heure, là, il s'est posé la question de la responsabilité du peuple congolais dans ce qui se passe. Et notre responsabilité à nous, c'est justement la complaisance et le fait de ne pas faire un bon diagnostic du dossier. Lorsque vous avez un coffre-fort où il y a de l'or, du diamant, vous devez bien protéger votre coffre-fort. Si vous ne le faites pas, le voleur viendra. On ne trouve pas, un de nos grands problèmes, c'est que nous voulons justifier nos dirigeants. Toujours. Ils commettent des erreurs. Des fois, ils sont complices de certaines situations, nous voulons les justifier. Où avez-vous vu qu'un agressé est en train de chercher à donner des signes de bonne foi à son agresseur? Ah non, je ne me défends pas parce que vous êtes très beau, vous êtes très gentil, je ne me défends pas, je montre que j'ai une bonne volonté, alors écrasez-moi gentiment. C'est ça en fait le problème. Et ce que vous venez d'entendre là, c'est ce que beaucoup, dans la longueur des journées, c'est ce que nous faisons. C'est toujours, ouais, il a raison parce que on ne dirige pas un pays ou on ne sauve pas un pays par le soucimètre ou le volontomètre. Ah non, j'ai les soucis d'eux. J'ai la volonté d'eux. Lèvons-nous, marchons. Voilà, c'était mon commentaire. Merci beaucoup.